Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cécile Dubuisson. Je suis déjà intervenue hier dans le cadre de l'APA. Je suis enseignante en activité physique adaptée au CEDV de Santifontaine, donc qui accueille des enfants et des jeunes adultes déficients visuels. Et donc, on m'a chargée d'être médiatrice aujourd'hui de la table ronde. Je n'ai jamais fait cet exercice. Je suis plutôt sur le terrain d'habitude. Donc, pardonnez-moi si je commets des petites erreurs. Aujourd'hui, on va aborder ce qui est de l'ordre des pratiques au niveau national et des adaptations sportives que l'on peut retrouver pour des élèves déficients visuels. J'avais un tout petit PowerPoint. En fait, je donne aussi des cours aux étudiants en STAPS de Nancy dans le cadre de la déficience visuelle et de l'organisation d'une compétition d'athlétisme, puisque les étudiants en fait, vont gérer les jeunes sur l'événement. Et je leur fais aussi des petits PowerPoint et dans lequel j'ai mis des petites images d'adaptation. Donc, je voulais vous les montrer rapidement. Comme ça, on rentre dans le sujet des adaptations directement et puis on pourra parler après des pratiques au niveau national. Alors, Florian, tu peux descendre, je pense. C'est toi qui gères. Encore. On va aller jusqu'à l'image. Encore. Vous pouvez descendre. Ah, stop. Alors, en termes d'adaptation, donc moi, je travaille en inclusion scolaire. Et pas que, mais en tout cas, là, à droite de l'image, vous avez donc une carte braille que j'ai fait réaliser par nos services d'adaptation des documents. Donc voilà, que je peux utiliser avec les enfants lecteurs braille et qui me permet d'évoluer sur une petite partie de l'espace sur lequel on travaille en cours d'orientation. Ensuite, vous pouvez descendre. Donc, il y a ce type de carte. Vous voyez, donc, souvent, les enseignants nous donnent la carte qu'on a à gauche, donc avec énormément d'informations, illisibles, beaucoup de balises. Donc, c'est vraiment impossible pour le jeune. Donc, moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je prends connaissance des besoins visuels de l'enfant. J'identifie ce qui, selon moi, peut avoir du sens à travailler sur le terrain. Et ensuite, diapo suivante, je le fais faire au service d'adaptation des documents qui me sort en fonction des besoins visuels ce type de carte, ou en braille, ou sur des maquettes un peu plus tactiles. Donc ça, c'est une des adaptations qu'on peut faire dans le milieu scolaire. Vous pouvez descendre. Alors encore. Alors effectivement, pour ce qui est des pratiques sportives artistiques, merci. On joue beaucoup sur la sonorité. On travaille avec des repères podotactiles parfois et on essaye d'être toujours au même endroit. Ça, c'est quand même assez important. Là, j'avais mis des petites images sur l'acrosport. Donc, j'avais travaillé à partir de photos donc, qui pouvaient être visibles pour les enfants. Et on a travaillé aussi sur des petits bonhommes qu'on avait fait avec des bouchons. Et ils arrivaient tactilement à toucher, à se représenter la figure et à la reproduire ensuite. Natation. C'est vrai que la natation est un milieu très particulier, assez compliqué. Au niveau des adaptations, il n'y en a pas énormément. On passe souvent par la pédagogie de la contrainte. On met des mains palmées pour essayer de faire comprendre le mouvement. On modèle beaucoup, que ce soit en dehors de l'eau ou dans l'eau. On utilise du matériel, bien sûr. Il y a des systèmes sonores qui existent. Moi, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Je vais passer tout ça. Mais voilà ce que moi j'ai déjà en tout cas proposé à Santifontaine. Donc là, on a du ski nautique. Donc vous voyez sur les skis, ils sont attachés les uns les autres pour pouvoir, pour éviter que ça s'écarte et que ça soit plus simple au niveau de l'équilibre. On a le modelage, donc je viens de le dire. Là, c'est au critérium d'athlétisme. Donc
on met le jeune en butée pour le lancer de poids. Et ce que disait le monsieur handisport hier, je ne sais plus son nom, désolé, Christophe Carayon, merci. On indique en claquant des mains, par exemple, pour la trajectoire. La natation, alors ça c'est marche nordique, on propose aussi marche nordique. Donc là on travaille avec des bâtons et puis on travaille avec une enceinte et les jeunes nous suivent vraiment à l'oreille. Escalade, donc pas vraiment d'adaptation si ce n'est qu'on priorise la grimpe en moulinette, donc c'est-à-dire toujours encordé. Avec quelqu'un en assurage direct, c'est beaucoup plus simple. Le tandem, bien sûr, idéalement adapté à la pratique avec les déficients visuels. L'aviron, qui peut être aussi bien, comme je pense au Dragon Boat, qui se fait en musique avec un tambourin, et les jeunes peuvent, au son du tambourin, faire leur coup de pagaie. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est autre chose. Voilà, on avait handicart aussi, donc handicart en binôme avec le conducteur, où là, on peut à la fois donner le contrôle aux jeunes, ou pas, mais ça peut être sympa aussi, et ça peut leur faire expérimenter d'autres sensations, notamment la sensation de vitesse ou de conduite. Voilà. Bon, désolée, c'est pour cette petite aparté. Voilà, donc je vais peut-être présenter nos intervenants de la table ronde, et puis eux se présenteront un peu plus personnellement. On a Gaëlle Bernardman, éducatrice spécialisée à l'IJA Toulouse. Bonjour. On a Laurie Couot, enseignante spécialisée en Ulysse, ainsi que Loïc Nabot, professeur de PS au collège. Bonjour. Florian Schumacher, enseignant APA au CEDV de Santifontaine de Nancy. Bonjour. Et enfin, Guillaume Areas, enseignant APA également à l'IDES de Paris. Bonjour à tous. Voilà. Donc, si vous voulez bien dire un petit mot sur vous et puis... Ok. Alors, Guillaume Areas, donc du coup, je suis professeur de PS et enseignant APA au sein de l'IDES, qui se trouve à Paris, qui accueille des jeunes déficients visuels ayant des troubles associés de 3 à 22 ans. À côté de ça, je suis aussi chargé d'enseignement vacataire à l'université Paris-Descartes, l'UFR STAPS. Et du coup, je travaille auprès de jeunes atteints de déficience visuelle depuis 5 ans. Alors bonjour, moi je suis donc Gaëlle Bernardman, éducatrice spécialisée à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Donc je suis éducatrice à l'IGA depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai pu travailler sur différents services, différents groupes, donc notamment sur l'unité éducative et thérapeutique qui accueille des enfants déficients visuels avec troubles associés. Et je suis actuellement depuis 3 ans sur l'unité de scolarisation donc qui accueille des enfants. Alors moi je suis sur le groupe des 11-14 ans, des collégiens qui sont en inclusion scolaire. Voilà. Bonjour, Nabot Loïc, je suis enseignant d'EPS au collège Éric Tabarly des Pavillons sous Bois, donc dans le 93. Nous accueillons dans notre établissement scolaire une Ulysse déficience visuelle qui est intégrée pleinement dans nos cours, dans toutes les disciplines. Et je travaille du coup avec ma collègue Laurie Couot depuis mois 2019, elle est arrivée un petit peu après. Bonjour, donc moi je suis Laurie Couot, je suis la coordonnatrice donc de l'Ulysse trouble de la fonction visuelle dans le 93. Donc moi c'est ma 4e année là. Voilà, que je suis au collège. On accueille cette année 9 élèves déficients visuels, dont une élève qui est considérée aveugle légale, mais qui a encore des perceptions visuelles. Et on est en 100% inclusion sur le collège, sur toutes les matières. Voilà. Bonjour, Florian Schumacher, donc nous nous sommes vus hier. Je suis enseignant en activité physique adaptée donc, au centre d'éducation pour jeunes déficients visuels de Nancy, à Santifontaine. Et je suis en charge en fait, du suivi et de l'accompagnement donc, des élèves en inclusion scolaire sur la Lorraine. Merci, bienvenue. On va peut-être laisser commencer Gaëlle, parce que je crois qu'elle doit partir. Mais j'ai un train un peu. Du coup, voilà. Voilà, peut-être nous parler des adaptations, Gaëlle. Alors, moi, ça va pas tellement être autour des adaptations, ça va être plutôt comment l'éducateur spécialisé, du coup, amène les jeunes de l'Institut des jeunes aveugles à faire du sport. Donc sous différentes matières. Donc moi, j'ai aucun diplôme sportif, je suis juste éducatrice spécialisée. Après, effectivement, j'ai une appétence pour le sport, puisque du coup, dans ma vie personnelle, je suis
moi-même sportive. J'ai été sensibilisée à la déficience visuelle dès l'adolescence, puisque je faisais du judo dans le club de judo de Karima Medjedet, qui était une athlète de haut niveau de judo, championne paralympique en 2000, aux Jeux d'Athènes. Pardon, excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc ça a été ma première approche avec la déficience visuelle. Et après, le hasard a voulu que je devienne éducatrice et que je travaille à l'Institut des jeunes aveugles. C'était pas prévu à la base, mais ça s'est fait comme ça. Donc, au sein de l'Institut, l'éducateur spécialisé va plutôt travailler en collaboration avec différents partenaires, notamment la mairie de Toulouse et le service des sports de la mairie de Toulouse, et sur le pôle handicap, donc qui met à disposition les infrastructures telles que les piscines, les salles d'escalade, voilà, et plus des éducateurs sportifs de la mairie de Toulouse spécialisés dans le sport adapté. Ils mettent aussi en place du matériel, des prêts de vélo, tandem. Après, par exemple, pour le judo, ils mettent des kimonos, enfin voilà, tout le nécessaire à la pratique sportive. Donc ce travail est intéressant puisqu'il permet aussi un regard croisé. Donc l'éducateur de la mairie de Toulouse spécialisé en sport adapté a vraiment sa spécificité de sport adapté. Et nous, en tant qu'éducateurs spécialisés, on va apporter la connaissance qu'on a du jeune et de sa spécificité, et également un petit peu la connaissance qu'on peut avoir sur la déficience visuelle. Donc c'est un bon mélange, et ça permet aussi ce regard extérieur de l'éducateur, extérieur à l'IGA, permet aussi de pouvoir tenter des choses. Les jeunes ne révèlent pas forcément la même chose sur ces lieux de sport qu'avec l'équipe éducative. Donc pour moi, c'est vraiment une collaboration très très intéressante et parfois même bluffante sur certains points. Voilà. La limite de ces créneaux sport, c'est que ça va plutôt s'adresser à des jeunes avec des troubles associés, puisque souvent c'est sur des temps scolaires. Donc les jeunes qui sont en inclusion scolaire, souvent on doit faire le choix soit de l'inclusion scolaire, soit de ces créneaux sport. Alors parfois, avec les allègements de scolarité, on arrive à défendre un petit peu la pratique du sport pour ces jeunes-là, mais bien souvent la scolarité prend le dessus et ce qui est normal aussi, sur le sport. On a aussi un partenariat avec Handisport donc du 31 qui nous propose un mercredi par mois des découvertes sportives. Donc, ce qui nous a permis de découvrir notamment ce qu'on a découvert, le shodan, dont on a pu aborder la pratique hier. Mais aussi, on a pu faire des expériences comme le handicart. J'ai vu que tu en avais parlé, mais voilà, moi, si un jour on m'avait dit que je ferais faire du kart aux jeunes déficients visuels, je n'aurais pas forcément osé moi toute seule. Donc le fait qu'Handisport nous y amène, j'ai trouvé ça très, très, très chouette. Et pareil, en tant qu'éducateur, ça a permis de travailler plein de choses. Enfin, c'est très, très intéressant de voir ça. Et on voit aussi dans le développement des jeunes, point de vue après nous éducatif, il y a des choses aussi qui peuvent se mettre en place avec tout ça. Handisport va aussi nous amener une sorte aussi d'aide financière pour acheter du matériel. Par exemple, je pense à une table de shodan qui est quand même assez chère à l'achat. Donc ça va être des choses qu'on va pouvoir mettre en place grâce à Handisport également et le souhait des jeunes. Après, on travaille aussi pas mal avec l'association Valentin Huy de Toulouse. Alors là, ça va plus être sur de l'individuel, c'est-à-dire que ça va être une inscription, ça va pas se porter sur un groupe de jeunes, mais plutôt ça va être plutôt sur de l'individuel et sur de l'envie de certains jeunes. Je pense notamment au tandem. Voilà, on a un jeune qui est inscrit pour faire les cours de tandem. Et après, notre rôle va aussi se porter sur l'inclusion sportive dans les clubs classiques. Voilà. Donc là, souvent, le rôle de l'éducateur spécialisé, ça va être déjà donc de définir avec le jeune quelle est la pratique sportive qu'il veut réaliser, s'il veut réaliser et laquelle, de trouver un club de sport qui accepte d'accueillir nos jeunes, ce qui n'est pas forcément facile. Par exemple, là, cette année, j'ai cherché un club de foot pour un jeune. Alors, entre le manque de place, le manque d'envie, etc., j'ai dû appeler plus d'une quinzaine de clubs avant d'en trouver un qui accepte de vouloir accueillir les jeunes déficients visuels qui voulaient faire du foot et non du cécifoot, parce qu'il y en a aussi cette réalité-là. C'est qu'on a des jeunes qui étaient, par exemple, inscrits l'année dernière en cécifoot et finalement qui veulent plus faire du cécifoot, qui veulent s'orienter plutôt vers du foot en inclusion. Donc là, voilà, ça va être nous, notre rôle. Donc déjà, premièrement, de trouver le club. Et ensuite, deuxièmement, d'avoir un rôle un peu de sensibilisation de ces clubs à la déficience visuelle. Alors souvent, pour être très honnête, on ne sert pas à grand-chose. On est là vraiment pour rassurer.
Après, on voit aussi avec le jeune, en collaboration avec le jeune qui est inscrit dans ce club, quelques petites astuces qu'on pourrait mettre en place. Mais bien souvent, en fait, on fait juste rôle de réassurance et de dire, bon, ben, je peux être là 3-4 séances, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, moi, les dernières fois, je suis restée sur le terrain à regarder. J'ai pas eu besoin de faire grand-chose parce que finalement, les jeunes prennent vite leur marque. Les clubs qui ont accepté sont vite motivés. Donc, du coup, mettre les choses en place pour accueillir le jeune. Et c'est assez instinctif, entre guillemets. Voilà. Et je veux pas non plus qu'il a... Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, moi, j'ai quelques collègues au niveau de l'IJA qui ont proposé aussi du judo adapté. Et donc là, on est en partenariat avec un club de judo de Toulouse pour faciliter l'accès à cette discipline à nos jeunes déficients visuels, bien que le judo ne demande pas vraiment une adaptation importante au niveau de l'infrastructure et au niveau de la pratique du sport. Voilà, j'ai aussi un collègue qui a créé une session CC Rugby, donc à Toulouse, qui est en train de se développer un petit peu. Mais pour l'instant, ça reste assez fermé, mais j'espère que ça va pouvoir se développer. Et puis, parallèlement aussi, on avait un collègue qui avait créé une bonne session aussi escalade, qui a été aussi en partenariat avec un club un petit peu au Vietnam pour les différents types d'adaptations, notamment avec des chemins tactiles qui relient des prises de voix à voix. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que l'éducateur spécialisé va un peu pratiquer le sport sans se substituer non plus à l'éducateur sportif ou au prof de sport. Voilà. Je n'ai pas cité la pratique sportive au sein de l'inclusion, dans les cours de PS, puisque nous n'y avons pas forcément accès. Alors, puisque du coup, ce n'est pas forcément le rôle de l'éducateur spécialiste d'intervenir au sein des cours de sport. Les seules fois où j'ai pu intervenir, ça a été plutôt pour de l'aide un petit peu à la piscine, pour de l'aide pour s'habiller, pour se déshabiller, etc. Mais pas vraiment dans la pratique sportive. Et après, ce que je voulais aussi peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est dénoncé, mais en tout cas, mon expérience veut que la plupart du temps, nos jeunes sont automatiquement dispensés de sport. Leur médecin les dispense automatiquement de sport. Parce que, moi, je m'étais posé la question, parce que j'ai des jeunes qui sont dispensés d'un certain sport à l'école, mais qui le pratiquent à l'extérieur. Donc, du coup, ça m'interrogeait un petit peu. Donc, moi, on m'avait expliqué que c'était pour éviter, au niveau de l'évaluation, qu'ils aient des mauvaises notes au niveau de l'évaluation. Voilà. Après, moi, j'essaie quand même de lutter pour qu'ils aillent quand même en sport, même s'ils sont dispensés, pour au moins arbitrer, pour au moins, du coup, faire partie de ce temps d'inclusion-là. Ce qui n'est pas forcément possible parce qu'en fonction du prof de sport d'EPS, comme les infrastructures sont un petit peu éloignées du collège, n'acceptent pas de prendre le jeune sur ces temps-là, puisque sur les temps de trajet, il doit être accompagné, guidé, etc. Et que les AESH, on sait tous qu'on manque d'AESH cruellement dans les collèges, et ce n'est pas sur les temps de sport qu'elles sont affiliées aux enfants. Donc voilà, c'était un petit peu la limite, moi, que je pouvais remarquer en tant qu'éducatrice à l'inclusion, quoi. Et c'est des choses sur lesquelles on a voulu, nous, au départ, peut-être un petit peu pallier, pouvoir accompagner, etc., le sport. Mais après, on a bien vu que ce n'était pas notre rôle d'éducateur spécialisé d'intervenir sur ces temps d'inclusion scolaire. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et je vais laisser la parole à mes collègues, du coup. Merci. Merci Gaëlle. Eh bien, Guillaume, est-ce que tu veux prendre la suite ? Pas de souci. Alors, comme je vous l'ai cité précédemment, donc du coup, je suis professeur de PS et enseignant APA au sein de l'IDES, qui se trouve à Paris. Donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes ayant de 3 à 22 ans dans la pratique sportive à l'IDES, sachant qu'il y a une grande hétérogénéité dans les profils des jeunes. Donc ça peut aller sur des jeunes qui sont sur des apprentissages à dominante éducative, donc des jeunes qui ont des gros troubles associés, liés à la cécité ou non, tout dépend du profil du jeune. Donc pour ces jeunes qui sont atteints de beaucoup de troubles associés, qui parfois, ça peut prévaloir sur la déficience visuelle, le but c'est vraiment d'aborder non pas les items et les attendus de fin de cycle de l'éducation nationale, parce que c'est beaucoup trop loin des possibilités de l'élève, mais voilà, d'essayer un petit peu de rebondir sur le support sport,
comme moyen de développer des compétences annexes en fait, hein, donc des compétences en lien avec le social, en lien avec les interactions, en lien aussi avec le développement moteur, mais à plus petite échelle. À côté de ça, on a aussi des jeunes qui se trouvent à l'IDES, voilà, qui sont pour certains venus de l'étranger, qui n'ont pas eu de suivi voilà, de leur naissance jusqu'à leurs 18 ans dans le milieu scolaire, pas été inclus, et qui ont du coup accumulé beaucoup trop de retard au niveau scolaire, donc qui se retrouvent dans notre établissement, n'ayant pas de troubles associés, et qui du coup sont beaucoup plus propices aux apprentissages moteurs en lien avec les objectifs de l'éducation nationale et des différents attendus de fin de cycle. Donc voilà, le but c'est justement de pouvoir diversifier ces différents supports pour répondre justement aux besoins de l'élève et à son pays, hein, c'est super important. Que vous dire de plus? Alors du coup, moi j'ai la double casquette. Donc quand j'ai été recruté, ça a été un petit peu une nouvelle étape dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on a voulu inclure la pratique sportive en tant que discipline scolaire dans l'établissement. Donc voilà, c'était une première. Auparavant, c'était des éducateurs sportifs. Donc du coup, on a voulu vraiment inclure l'éducation physique et sportive, que j'aime appeler éducation physique et sportive adaptée, pour développer des compétences scolaires pour ces jeunes qui ont les possibilités justement d'en valider certaines. À côté de ça, il y a aussi le versant activité physique adaptée que l'on rattache du coup beaucoup à une rééducation fonctionnelle dans notre établissement. J'ai pas été présent à l'ensemble de la conférence de ma collègue psychomotricienne, mais comme vous avez pu le comprendre, les jeunes déficients visuels et les jeunes non-voyants notamment développent beaucoup de retard moteur et beaucoup d'attitudes vicieuses motrices, entre parenthèses. Donc il faut savoir que voilà, le jeune qui est privé de sa vision dès le début va avoir une attitude motrice un peu différente, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans la posture, etc. Et donc du coup, par l'intermédiaire de l'activité physique adaptée, essayer justement de pallier à tout ça de manière individuelle. Donc voilà, sur une prise en charge individuelle. Donc ça peut être des prémices. On a déjà des jeunes, nous par exemple, qui à 10 ans ont déjà des kyphoses cervicales. Donc c'est vraiment cette attitude d'avoir les épaules rentrées vers le vent, avoir la tête vraiment orientée vers le sol et d'avoir une sorte de bosse, un petit peu, on appelle ça la bosse du bison. Donc du coup, le but, ça va être vraiment de travailler sur l'ouverture thoracique, etc. Donc voilà, donc le PSA, entre parenthèses, c'est vraiment une prise en charge de groupe, des groupes qui sont formés à l'IDES de manière homogène, soit dominante éducative, soit dominante plus pédagogique. Et l'activité physique adaptée, du coup, c'est une prise en charge qui est individuelle ou en petits groupes. Par exemple, cette année, je me retrouve avec des jeunes qui ont une hémiplégie ou une hémiparésie. Et donc, du coup, le but a été voilà, de créer un petit groupe, voilà, qui se retrouvent un petit peu dans leurs difficultés, en dehors de la déficience visuelle. Donc, du coup, pour travailler différents objectifs au niveau de l'hémicorps lésé. Voilà. À côté de ça, donc, du coup, cette année, on s'est lancé dans un nouveau projet. Vous avez pu avoir la présence de Pierre Bertrand hier, donc, du coup, qui est, je ne sais pas si vous étiez tous présents, mais qui est premier au classement national et 4e international, donc en Showdown, une pratique très peu connue dans la déficience visuelle. C'est vrai qu'il y a, je crois, autour de 150 inscrits, 150 licenciés à l'échelle nationale, donc c'est très très peu connu. Donc nous, notre objectif, c'est de développer justement un club sportif affilié handisport, même un centre handigène au sein des locaux de l'IDES, ayant pour but de mutualiser du coup les différentes structures, les différents matériels, les différentes tables que l'on a à disposition, pour permettre d'inclure l'ensemble des structures accueillant des jeunes déficients visuels d'Île-de-France. Donc que ce soit l'INJA, que ce soit l'IMPRO, que ce soit l'AVH, et les jeunes du milieu ordinaire aussi qui sont en inclusion. Hein. On a des jeunes aussi qui sont au niveau du SIAM. Donc voilà, donc on a déjà 15 inscrits, donc c'est déjà super. Quand on fait le calcul par rapport au nombre d'inscrits à l'échelle nationale, c'est déjà un bon 10e, donc c'est super. C'est un gros projet qui évolue avec la ville de Paris, avec l'appui du CDH 75. Pourquoi on a choisi le Showdown? Comme tu en as parlé juste avant, il y a beaucoup de contre-indications qui sont liées à la déficience visuelle. Donc nous, on a un médecin qui est sur place, qui se trouve à IDES, qui est le docteur Frédéric Chaudevergne, qui est présent aussi à Necker à 50%, et qui veille à la sécurité des jeunes, et qui me transmet du coup l'ensemble des contre-indications sportives. La déficience visuelle, c'est très très enfermant au niveau des pratiques sportives, il faut l'avouer.
Il faut savoir que moi, l'IDES, je ne mets pas en place de sport collectif. Voilà. Même en mettant un maximum d'adaptation, il y a toujours un petit choc possible entre les jeunes, toujours une petite possibilité d'impact ou autre. Et donc, du coup, pour nous, c'est complètement contre-indiqué pour la sécurité du jeune, notamment les jeunes ayant des glaucomes ou ayant des myopies très intenses au niveau des yeux. Donc ça, le principal, c'est la sécurité de l'élève. Donc ça, on essaie de le bannir au maximum. À côté de ça, on a fait le choix d'inclure un maximum de pratiques sportives. Pas seulement privilégiées à la déficience visuelle. Donc bien sûr, il y a du showdown. Mais on met en place, voilà, comme tu as pu le mettre en évidence, de la course d'orientation. Donc moi, j'ai d'autres supports que j'ai créés aussi, parce que la déficience visuelle, en tant que prof d'EPS, il faut adapter tous ces supports, parce que rien n'existe. Donc il faut être créateur de ces supports et de ces outils pédagogiques. Donc moi, je travaille sur des cartes thermoformées, par exemple, au sein du jardin qui se trouve derrière l'IDES. Donc c'est un jardin en fait, qui est très simple pour les déficients visuels de mettre à disposition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des sortes de chemins en gravier. Donc il y a des sortes de repères tactiles au niveau des pieds. Ils peuvent sentir quand ils sont sur les chemins et sentir quand ils sont dans l'herbe. Donc du coup, ça délimite tous les axes. Et du coup, avec les cartes thermoformées, le jeune est capable et en mesure de planifier son itinéraire. Bien sûr, il y a toujours une personne qui est là pour le guider. Mais il est capable de planifier son itinéraire et valider du coup des attendus de fin de cycle en lien avec les compétences de l'éducation nationale. À côté de ça, donc, on travaille aussi sur l'acrosport. Donc j'ai essayé différents supports. Je sais que mes collègues de Ninja travaillent avec une imprimante 3D. On n'a pas ces moyens-là. Moi, j'ai fait le choix de faire un investissement sur des tablettes tactiles. Voilà, des tablettes tactiles sur lesquelles les jeunes utilisent un drive, donc en s'orientant grâce au Talkback ou au voice-over, ça dépend de la tablette. Donc en évoluant du coup sur les différents supports et dossiers sur le Google Drive et en ayant du coup une description auditive précise des différentes figures en acrosport. Ça marche plutôt bien. Je l'ai essayé cette année, je l'ai expérimenté. Ça prend du temps, mais ça marche très bien. Donc après, sur les différentes pratiques qui sont abordées au sein de l'IDES, voilà, ça peut être de la danse, ça peut être des activités artistiques, des APPN, des activités athlétiques. Enfin, je crois qu'il y a 17 pratiques différentes qui sont mises en place à l'IDES. Et contrairement à ce que tu disais, mes collègues éducateurs spécialisés m'aident énormément. Notamment dans la prise en charge des groupes, parce que voilà, c'est vrai que dans les cours d'éducation physique et sportive, parfois j'ai des groupes ayant beaucoup de troubles associés, donc à dominante éducative. Et c'est là que du coup l'éducateur spécialisé ou le moniteur éducateur intervient pour m'aider à poser un cadre, à soulager les jeunes, parce que voilà, on a des groupes de 5-6 jeunes parfois ayant des troubles associés, donc ça peut être très très compliqué. Donc du coup l'éducateur spécialisé ou le moniteur éducateur m'aide énormément, et je pense que tout seul je ne pourrais pas être capable d'accompagner ces jeunes et rentrer dans un apprentissage moteur efficient. Donc ça, faut aussi le souligner. Donc non, tu ne sers pas à rien. Donc voilà, j'essaie de faire le tour, je monopolise pas trop la parole parce que j'ai encore mes collègues qui sont derrière. Et je me tiens à disposition pour répondre à d'éventuelles questions par la suite. Merci Guillaume. Je suppose que sport de raquette non plus. Sport de raquette très compliqué. Déjà, j'ai une salle qui n'est pas propice à ça, donc j'ai une salle qui je crois, 2,30 m de hauteur. Donc je pense que si on travaille avec la raquette, on tape le plafond. Et oui, c'est vrai qu'au niveau de la coordination oculo-manuelle, c'est très compliqué. C'est très compliqué de mettre en place des supports. Mais comme m'a dit la collègue psychomotricienne, c'est vrai que c'est important parfois, même si on ne rentre pas totalement dans la logique interne de l'activité, de mettre en place des apprentissages moteurs, sans forcément utiliser les volants ou les balles, etc., pour permettre justement de rentrer dans une cohérence interactive des cycles. C'est-à-dire que parfois, moi j'utilise, par exemple, pourquoi pas utiliser le smash, travailler le smash au badminton, pour après travailler une cohérence interactive avec un cycle en volée. Donc toujours le casser de poignet. Donc ça peut servir sur d'autres pratiques sportives, bien évidemment. Donc même si en soi, sur du court terme, on n'est pas sur taper le volant, etc., ça peut servir dans différentes pratiques sportives abordées durant l'année et les années à venir. Merci. Super. Il faudra qu'on parle barème après. Je vais donner la parole du coup à Laurie Couot et... alors, ou Laurie, les deux. Comme vous voulez, ensemble. Donc, rebonjour.
Donc moi, je suis arrivée, donc, comme je vous le disais, dans le collège il y a 4 ans maintenant. On est... Génial, merci. On est dans un collège 100% inclusif. Moi, j'étais comment dire, agréablement surprise quand je suis arrivée parce que vraiment les élèves se sentent bien dans le collège quand ils arrivent. Il y a une inclusion naturelle. Enfin, on parle même plus d'inclusion. Enfin, c'est des élèves comme tout le monde, clairement. Il n'y a pas de différence. Pour vous donner une petite anecdote, cette année, on a en 6e un petit élève albinos qui est pas très grand et son albinisme se voit bien. Et il avait très peur de comment ça allait se passer. Enfin, aujourd'hui, il est super content parce que c'est la star du collège et que même les élèves de 3e le checkent dans les couloirs quand ils le voient. Donc voilà, enfin, c'est vraiment, on n'a aucun problème là-dessus et on a une équipe enseignante qui est extraordinaire. Et les adaptations se partagent entre nous parce qu'on n'a pas de service de transcription. Donc, je suis coordo et service de transcription. Et les professeurs, voilà, on travaille ensemble vraiment. Et je pense que c'est aussi ce travail qui permet que ça se passe vraiment bien en EPS. Et voilà, donc il y a eu une vraie dynamique et après je laisserai mon collègue expliquer un petit peu comment, mais moi, un peu comme la collègue, j'avais déjà une appétence sur la question du sport et du handicap, puisqu'avant je travaillais en troubles des fonctions cognitives et je travaillais énormément autour du sport avec les élèves sur la multiplicité des compétences, etc., et des compétences transverses. Et donc quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en place, forcément j'ai sauté dedans et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui que les choses puissent avancer. Je pense que le travail d'équipe, c'est aussi ce qui fait la dynamique. Alors, du coup, la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, on essaye de vous présenter 2 choses. Notre fonctionnement dans l'établissement, en se centrant particulièrement sur 2 questions, du coup, qui sont comment on répond aux besoins spécifiques de chacun de nos élèves pour leur permettre, du coup, de vivre pleinement leur inclusion à 100%, et également comment on arrive à faire le lien aussi ensemble avec Laurie entre la partie Ulysse et la partie prof de PS. Et je sais que la deuxième partie de notre intervention est pas mal attendue apparemment. J'étais pas là hier puisque j'avais cours, mais Laurie me l'a fait un petit retour hier soir. On va vous présenter le sport partagé puisqu'il y avait pas mal de questions dessus et on le pratique également chez nous. Donc dans les cours d'EPS comme dans l'établissement finalement, on est sur un fonctionnement classique, c'est-à-dire que le cours d'EPS c'est un cours comme les autres, avec une inclusion totale de nos élèves. Nous, les profs de PS, que ce soit moi ou mes collègues, on est seuls avec la classe, avec les élèves de l'Ulysse intégrés pleinement. Durant les cours de PS, du coup, forcément, ça nécessite donc des adaptations qui vont être individualisées en fonction des besoins de chacun de nos élèves, puisqu'on sait très bien que chaque handicap est différent, chaque élève est différent. Donc, on essaye de prendre en compte au maximum. Et pour ça, du coup, on a un lien forcément très régulier du coup avec l'Ulysse et également avec les élèves pour pouvoir adapter justement nos adaptations et revenir dessus et faire évoluer les choses au fur et à mesure des besoins d'élèves qui peuvent évoluer. Je prends le cas d'une élève qu'on a eue en 6e l'année dernière qui était une élève classique et qui est en train d'être inclus à l'Ulysse puisqu'elle a une maladie dégénérative. Donc forcément, ses besoins évoluent au fur et à mesure du temps. Donc il va falloir qu'on ait des adaptations qui évoluent également pour elle au fur et à mesure du temps. Je vous ai mis quelques exemples là de choses qu'on peut faire, mais ça ne reste que quelques exemples pour montrer qu'on essaye d'adapter sur tous les points, pour essayer justement de travailler tous les types de compétences qui sont demandées à travailler en EPS par l'éducation nationale. Donc ça peut être les compétences d'observation, donc ça peut être par exemple en boxe française sur des élèves qui sont très touchés, qui ne peuvent pas voir depuis l'extérieur du ring. On peut les faire accompagner pour qu'ils puissent être dans le ring avec un guide qui va les guider pour que l'élève reste en sécurité, qu'il ne vienne pas en prendre une parce qu'il se serait mal déplacé, par exemple, mais du coup, qu'il puisse être à distance pour observer et compléter son rôle d'observateur en étant tout de même en sécurité. Ça peut être des fiches d'observation, et ça, c'est obligatoire pour tous nos élèves, des fiches d'observation qui vont être adaptées et individualisées. On va de la fiche qui va du Arial 16 au Arial 28 gras. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes besoins et donc forcément, on ne fait pas les fiches de la même manière. Et ça peut être des mises en place spécifiques. Par exemple, je sais que mes premières années, j'avais de la course de haies.
Et donc, ne connaissant pas les élèves, j'avais commencé sur de la course de haies avec des lattes au sol, des espaces, ou comme on peut le voir par exemple sur les Jeux paralympiques, où on va venir interdire à l'élève de mettre le pied dans la zone entre les lattes, qui forme une rivière et qui simule la haie finalement pour lui. Pour un élève très touché, on pourrait même aller jusqu'au rôle de guide finalement, avec quelqu'un qui serait à côté de la zone pour lui dire à quel moment il doit faire le plus grand pas. Et là, on serait totalement sur des liens intéressants aussi entre les élèves et on développerait d'autres types de compétences. J'ai pas eu à le mettre en place puisque mes élèves n'avaient pas besoin d'un guide pour réaliser le parcours, mais c'est des choses qui peuvent être largement envisageables. Donc concrètement, nous, notre fonctionnement à l'année au collège, on a Laurie qui du coup organise des réunions avec tous les enseignants et notamment les nouveaux enseignants dans le collège au début d'année. Ouais, alors en début d'année, en fait, moi j'ai préalablement, bien évidemment, déjà beaucoup observé les élèves. On les accompagne beaucoup, notamment les élèves de 6e, parce que les autres ont fini par les connaître. On a fait les liaisons avec les écoles élémentaires, avec les familles. Donc on commence à avoir un certain nombre d'informations sur l'élève. Et donc, on fait une réunion en début d'année avec l'ensemble des collègues pour expliquer un petit peu, donner les éléments sur les élèves, répondre aux questions et aussi rassurer parce que il y a aussi besoin de faire aussi ce gros boulot. Alors, pour les élèves, les collègues qui sont là depuis longtemps, ils savent, mais c'est vrai que sur les nouveaux élèves, c'est toujours bien de rassurer sur les premiers éléments. Et puis, il y a aussi tout le travail avec les nouveaux collègues qui arrivent, de rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas seuls et que nous, on est bien là présent et que ça va le faire parce qu'on part de toutes les façons du principe que ça va le faire. Donc on trouvera toujours des solutions. De toutes les façons, c'est ce que je dis aux collègues, c'est que je ne sais pas dire non. Donc à chaque problème qu'ils viennent de me poser, je n'arrête pas de réfléchir tant qu'on n'a pas trouvé un début de solution. Et du coup, ça fait qu'on essaye d'être en échange très régulier justement pour affiner au fur et à mesure de l'année les adaptations et aussi en fonction des évolutions potentielles de chaque pathologie d'élève pour toujours pouvoir le prendre en compte au mieux. L'idée, c'est aussi, en tout cas nous en EPS, c'est ce que j'essaye de faire le plus régulièrement possible, c'est d'aller pas mal dialoguer avec les élèves dès leur arrivée aussi pour voir, arriver un petit peu mieux à les comprendre et essayer de me mettre aussi un petit peu à leur place. Je me suis souvent aller faire des petits tests sur le stade avec eux. Quand je lance la classe à l'échauffement, on essaye de voir un petit peu ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait pour pouvoir adapter l'activité et puis voir ce qui va pouvoir être fait, juste simplement pour essayer de comprendre un peu leurs besoins et essayer aussi de les rassurer, leur faire comprendre dès le départ qu'on va pouvoir être là aussi pour eux pour adapter l'activité s'ils en ont besoin. Et je pense que le maître mot, ça reste de quand même ne pas avoir peur d'essayer des choses et de recommencer et de refaire autre chose si ça ne fonctionne pas. Parce que plusieurs fois, on essaye un truc, on met des plots dans un endroit, ah non, ça ne va pas, c'est reparti, on retente autre chose, quoi. Bien sûr, il y a quand même des difficultés. La plus grosse difficulté, je pense déjà, c'est l'arrivée en poste. Parce qu'en tant qu'enseignant, il faut quand même savoir que, moi en tout cas, quand j'ai été formé, donc j'ai eu mon concours en 2017, quand je suis arrivé à Tabarly en 2019, c'était mon premier poste. J'avais reçu aucune formation pour enseigner à des élèves Ulysse. On m'a dit, voilà, dans toutes les classes où il y a un 2, dans notre 6e 2, 5e 2, on a des élèves Ulysse dans notre établissement, des déficients visuels, et du coup, ils sont inclus pleinement et tu n'as pas d'aide avec toi. Ah, d'accord. J'avais vu 2 fois des élèves dans ma vie en stage. Donc j'étais déjà un petit peu stressé de faire mes cours et là je me suis dit on va tester les choses, quoi. Heureusement j'avais un collègue qui avait de l'habitude, qui m'a pas mal aidé au départ, pas mal conseillé et qui c'était d'ailleurs le premier de l'équipe qui avait commencé à faire bouger les choses et qui fait qu'on en est aussi ici aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça, c'est une bonne difficulté et je suis content d'entendre que du coup, vous intervenez maintenant en STAPS. Ça veut dire que les futurs enseignants de PS commencent à recevoir des formations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers comme les élèves Ulysse déficients visuels. Mais je trouve aussi que ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi, parce que à l'heure actuelle, il y a des nouveaux enseignants, c'est sûr, mais aussi des enseignants déjà en poste depuis de nombreuses années et qui n'ont jamais été formés. Et je crois que j'ai jamais vu sur les plans de formation enseignants une formation spécifique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment sur la déficience visuelle. Donc forcément, ça pose des petits soucis. C'est vrai que je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, c'est vraiment un axe important. Rentrer dans une dynamique d'inclusion, c'est une bonne chose, mais donner les armes aux différents enseignants, c'est aussi quelque chose de très important.
Ça vise à évoluer. Il y a des formations qui sont plus ou moins mises en place, hein, comme tu l'as dit, par l'intermédiaire des UFR STAPS. Mais c'est des petits créneaux. Hein. Moi, j'enseigne en TD sur les APA. Donc pas sur le Master MEF, pas sur EducMot. C'est vraiment sur les APA. Mais c'est des TD de 20 heures. Hein. Donc pour aborder la déficience visuelle, les différents troubles, tout ce qui est lié aux différents profils des jeunes et adapter les supports, c'est pas suffisant. Voilà. Bon, il y a une réelle volonté. Hein. J'en ai discuté avec Pauline Maillot qui est responsable des masters et de licences APA. Ils ont une réelle volonté, ainsi que la Sorbonne Paris Nord, qui se trouve à Bobigny, de mettre en place des intervenants sur vraiment sur la déficience visuelle et même la déficience sensorielle d'une manière générale. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en poste, j'étais aussi... la première chose que j'ai regardé sur Google, est-ce qu'il y a des formations sur la déficience visuelle? Et je suis tombé sur une formation au Québec, je me suis dit, ça fait un peu loin. Oh. Et oui, mais après, je pense que oui, enseigner avec des jeunes déficients visuels, c'est apprendre, expérimenter et créer ses supports. Forcément, on apprend par l'erreur, parfois la réussite. Donc, Et donc, en effet, et ces erreurs, elles sont d'autant plus régulières que du coup, en effet, les besoins sont individuels et ça rajoute des difficultés forcément lorsqu'on n'est pas formé au départ. On peut aussi avoir, et ça c'est souvent le cas chez nous notamment, des élèves qui ont un peu du mal à dire quand il y a des difficultés, soit parce qu'ils veulent paraître comme un élève lambda tout simplement, et du coup ils vont essayer de masquer un petit peu. Bon, on le voit très vite hein, quand ils sont comme ça sur la feuille, c'est qu'elle est peut-être pas très bien adaptée, mais c'est vrai que ça rajoute également de la difficulté pour la prise en compte des besoins de chaque élève. Donc la présentation qu'on vous fait là, c'est pour notre établissement qui accueille des élèves ULIS depuis quasiment sa création, qui commence à plutôt bien fonctionner. On a eu de la chance, c'est qu'on est une petite équipe, on est à peine 30 enseignants, donc c'est assez facile, on se voit régulièrement. L'idée là, c'était d'avoir quelques petites pistes aussi pour peut-être élargir pour des plus grands établissements. Et du coup, ce serait pas mal, je pense, qu'en effet, les systèmes à mettre en place seraient de peut-être remettre une liste des besoins particuliers à chaque professeur pour que chaque professeur sache que, OK, dans ma classe, cet élève a ce besoin, donc il faut que je le prenne en compte dans la création de mes cours. Peut-être que des réunions de rentrée un peu plus systématisées pourraient être également mises en place, comme Laurie, par exemple, le propose chez nous. Bien évidemment, je pense que ça nécessite aussi des accompagnements au départ pour les nouveaux professeurs arrivants s'il y a besoin. Et bien sûr, des adaptations au fur et à mesure qui se feraient dans chaque établissement pour permettre de prendre en compte au mieux chaque élève tout au long de sa scolarité. On arrive du coup au deuxième point qui apparemment était assez attendu, le sport partagé. Donc le sport partagé, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui est partagé entre, d'une part, des élèves en situation de handicap et d'autre part, des élèves valides. Ces activités sont proposées en EPS, au collège et au lycée dans le cadre de l'UNSS. Et il y a des compétitions qui sont proposées quasiment dans chaque activité. Une équipe, c'est 4 élèves. C'est 2 élèves en situation de handicap, 2 élèves valides. Et en plus de ça, c'est 6 élèves du coup, un coach et un arbitre. Le sport partagé, il est pratiqué donc à peu près dans toutes les activités classiques. Je sais qu'il y a des compétitions en badminton qui sont possibles, dans plein d'autres activités. Nous, celle qu'on fait et qui est une des plus répandues en France, c'est le multi-activité. Donc c'est une compétition qui mixe plusieurs challenges, donc plein d'activités différentes. 3 challenges, très exactement. Le challenge boccia tennis de table. Donc vous avez peut-être vu de la boccia aux Jeux paralympiques cet été avec notre Française qui a réussi à décrocher la première médaille d'or de l'histoire. Donc le principe est simple. Un premier match de boccia, un élève en situation de handicap, un élève valide. Le match va jusqu'à 5 points. À 5 points, on stoppe le match. On enchaîne avec un match de tennis de table, avec également en double, donc un élève en situation de handicap, un élève valide. Ils reprennent le score de leur partenaire d'avant, donc on est vraiment sur une complémentarité d'équipe. Ça va jusqu'à 20. Et à 20, on retermine le match jusqu'à 25 en boccia sur la deuxième manche de boccia. Et la première équipe, donc arrivée à 25, remporte le match. Le deuxième challenge, c'est le biathlon athlétique. Donc un petit peu comme on le voit au biathlon en ski de fond l'hiver, excusez-moi. Les élèves vont courir autour du stade. À la fin de leur course, ils vont arriver essoufflés sur un pas de tir. Ils vont devoir, avec une sarbacane, viser des cibles. Ils ont 3 tirs à réaliser. Ils doivent mettre les fléchettes dans 3 cibles différentes.
Et en fonction du nombre d'échecs, ils vont faire un certain nombre de pénalités. Excuse-moi de te déranger, oui. Je te coupe. Tu utilises quoi du coup comme cible? Alors, justement, on va y venir. Après, là, je présente un petit peu justement en fait les différentes activités. Et justement, après, t'as anticipé un petit peu la suite. En effet, il y a des adaptations. Et, exactement, il y a tout justement un cadre qui est proposé pour nous aider à adapter. Et bien sûr, on y travaille aussi chaque année pour améliorer ce cadre, puisqu'il ne prend jamais pleinement en compte tout le monde. Donc, on essaie aussi d'améliorer ça chaque année, quoi. J'essaye de pas me perdre, je continue là-dessus et je te réponds juste après comme ça. Sur le biathlon athlétique, ils sont en relais, donc 4 élèves, un élève Ulysse, un élève valide, un élève Ulysse, un élève valide, et ils enchaînent comme ça les relais jusqu'à ce que la dernière personne de l'équipe ait terminé son relais et franchisse la ligne d'arrivée, et on reprend le temps de l'équipe du coup, et l'équipe la plus rapide a gagné ce biathlon athlétique. Et ensuite le dernier challenge, c'est un challenge orientation avec 2 épreuves. La première activité, c'est une course au plot, comme vous pouvez le voir sur l'image en noir et blanc. Donc il y a une marée de plot devant les élèves. Ils ont une carte avec des indications pour retrouver le bon plot et aller prendre un code sous le plot. Donc pareil, il y a des adaptations, on va y venir également, qui sont proposées pour permettre à tous les élèves, et notamment nos élèves déficients visuels, quel que soit le niveau auquel ils sont touchés, de pouvoir participer. Et ensuite, il y a également une course au poste. Donc ça, c'est une course d'orientation un peu plus classique, où également, pareil, il y a quelques adaptations qui sont proposées pour permettre à nos élèves de s'exprimer au mieux. Donc, pour la boccia, on a la possibilité, en effet, d'avoir, et donc pour toutes les activités, on a la possibilité d'avoir un guide pour les élèves déficients visuels qui va pouvoir accompagner l'élève. Le guide est forcément un élève. Ça ne peut pas être un adulte. Et c'est la particularité du sport partagé, multi-activité et des compétitions de sport partagé à l'UNSS. On suit vraiment la devise UNSS qui est par les élèves, pour les élèves. On est allé 2 fois sur ces 3 dernières années au championnat de France et je pense que c'en est la meilleure illustration possible puisque on nous demande pendant ces compétitions, nous en tant qu'enseignants, on ne sert à rien. Non, on sert à rien. On gère nos élèves, c'est tout. On n'a pas le droit de parler. C'est le coach de l'équipe, donc l'élève coach de l'équipe qui intervient. Donc nous, on a pu le briefer auparavant, lui donner quelques tips pour coacher au mieux l'équipe, mais c'est lui qui intervient. Les arbitres, ce sont des jeunes officiels UNSS, donc ce sont des élèves qui viennent de tous les établissements. On est obligé d'apporter des arbitres, sinon on ne peut pas participer. Et ce sont les élèves qui font. Et même sur l'organisation des championnats de France, ils vont un petit peu plus loin, puisque ils mettent en avant plein d'élèves. C'est-à-dire que, par exemple, pour gérer la sécurité du site, c'est des formations de bac professionnel en sécurité. Pour gérer la cantine, c'est des bacs professionnels en restauration, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment par les élèves, pour les élèves. Du coup, on a des adaptations sur chaque activité. Donc, par exemple, sur le biathlon athlétique, pour te répondre, les cibles vont être adaptées et individualisées en fait, en fonction des besoins d'élèves. Ils nous demandent avant quel type de cible on a besoin. Nous, on les fait avec Laurie, du coup, au préalable, en faisant des tests avec nos élèves. Donc, on s'est amusé à faire des lignes de différentes formes, enfin de différentes tailles, des remplissages de différentes couleurs pour voir. On a fait essayer aux élèves pour savoir laquelle allait le mieux. On leur envoie le modèle et le jour de la compétition, on a le modèle imprimé sur nos feuilles pour nos élèves. Normal. Avec la possibilité d'adapter également si besoin. Par exemple, on a notre élève aveugle légal, elle pourrait également bénéficier d'un guide qui va venir lui placer ses fléchettes dans sa sarbacane, pouvoir lui tenir sa sarbacane avant son tir et l'aider à viser au départ. Alors nous, on n'a pas eu besoin de guide pour nos élèves jusqu'à présent sur les compétitions puisqu'ils étaient suffisamment voyants pour ne pas avoir besoin de guide. On a eu besoin d'adapter 2 choses. C'était les cibles. Donc, même si on a eu un petit couac au moment des championnats de France, puisque sur notre 2e tour du biathlon, ils ont oublié de nous changer la cible pour un de nos élèves déficients visuels. Donc là où ils ont gardé la petite cible et du coup, le pauvre, il est arrivé, il était perdu, il voyait rien. On a eu beau crier aux jeunes officiels, mais ça, comme disait Loïc, c'est des jeunes. Donc, voilà, les erreurs, ça arrive. Donc, on a été un peu frustrés. mais voilà, mais sinon, globalement, ils changeaient les cibles. Donc, voilà. Et il y a eu une 2e adaptation. Donc là, d'ailleurs, on continue à travailler là-dessus, puisque sur la course au plot, normalement, donc il y a des indications qui sont données, 3, nord-ouest, etc. Enfin, voilà, pour donner les indications d'avancée. Et normalement, les codes, nous, on avait les informations. Enfin,
quand on participe aux championnats départementaux et académiques, les codes, c'est des lettres. Cette année, on s'est retrouvés aux championnats nationaux avec des mots. Donc, on n'avait pas anticipé ça et donc nos élèves étaient un peu en difficulté. Et du coup, pour l'année prochaine, puisqu'on se prépare pour y aller encore l'année prochaine, cette année, on sait qu'on a le droit à des scripteurs. Donc, on va travailler ça aussi pour qu'il y ait un scripteur qui reste à côté d'eux et qui, du coup, l'élève va lire le mot et le scripteur pourra l'écrire. Et donc, on va gagner du temps comme ça, parce qu'on en a beaucoup perdu sur les championnats l'année dernière, parce que les mots n'étaient pas suffisamment gros. Donc, il va falloir qu'on travaille ça et qu'on travaille avec le scripteur pour qu'il ne soit pas trop pénalisé sur le temps. Notre gros travail aussi, il va être sur la carte d'orientation, puisque clairement, sur la dernière orientation, l'orientation en extérieur, on n'est pas très très bon pour le moment. Les adaptations n'aident pas non plus. Ouais, il faut c'est le dire ça. Quand même. Il y a eu du progrès en 3 ans, puisqu'on a fait les championnats de France il y a 3 ans et les championnats de France l'année dernière. On a vu largement des progrès sur les cartes. Où la première année, je me suis dit, oula, je sais pas comment ils vont revenir. On a attendu une élève pendant 30 minutes, on savait pas trop où elle était. L'année dernière, c'était quand même beaucoup mieux. J'ai pu être en contact pendant une semaine avec la dame qui créait les cartes pour qu'elle nous fasse la meilleure version possible par rapport à ce qu'elle pouvait faire à l'heure actuelle. Là, normalement, maintenant que c'est un petit peu plus entériné, on va pouvoir aussi commencer à peut-être leur demander de nous envoyer les modèles de cartes pour qu'on puisse les aider dans la création, puisque nous, on est en relation avec nos élèves, et essayer d'augmenter encore nos adaptations pour nos élèves, quoi. Ouais. Et je pense que si on doit faire un petit bilan de cette mise en place de ce sport partagé et de notre organisation à Tabarly dans l'établissement, je pense qu'on voit une évolution qui est très très positive sur nos élèves, puisque quand je suis arrivé à Tabarly en 2019, on m'avait clairement prévenu, mon ancien collègue m'avait prévenu, il n'était pas rare d'avoir nos élèves de l'ULIS qui avaient leur prise en charge médicale programmée pendant les cours de PS. Lui luttait déjà, donc c'est ce qui a fait aussi qu'on a engagé cette démarche, luttait déjà pour limiter cela, puisque je pense que nos élèves de l'ULIS ont encore plus que les autres besoin de l'EPS pour développer leurs compétences motrices, puisque à notre arrivée, depuis mon arrivée, je crois qu'à part une famille où on a des élèves de notre ULIS qui, en dehors de l'EPS, font du sport, je crois qu'on n'en a qu'une. Ouais, on en a qu'une. Donc ça veut dire que l'EPS obligatoire déjà, pour la plupart, c'est leur seul moment de sport par semaine. Et là, à l'heure actuelle, donc on a fait une grosse promotion de l'AS, c'est-à-dire qu'on offrait les licences AS pour les élèves de l'ULIS pour leur permettre de pratiquer gratuitement. Ce qui a fait également qu'il y a une grosse promotion dans le 93 avec des journées handicap de faire du sport qui ont été mis en place par le département, qui sont géniales, qui sont des sorties. Par exemple, là, la semaine prochaine, on les amène au vol en soufflerie. Donc on a pu leur proposer ça gratuitement grâce à ces mises en place, qui a aidé aussi à mettre en place les choses. Maintenant, on peut leur faire payer les licences et ils sont très contents de venir. Et avec des licences payantes, on a 9 élèves de l'ULIS, on en a 8 qui sont inscrits à l'AS cette année et qui pratiquent du coup au moins une activité à l'AS en plus de l'EPS. Et on a même notre élève aveugle légal qui s'est inscrite à notre club foot avec tous ses camarades. Donc, et il n'est pas question pour elle d'avoir un ballon rouleau, hein, il faut qu'elle ait le vrai ballon. Voilà, donc les professeurs connaissent et les élèves la connaissent, donc ils adaptent pour elle sur le terrain sans qu'elle le sache trop. Mais voilà, et donc les élèves sont pas que sur l'AS sport partagé, du coup qu'on a créé cette année avec Loïc, qui est donc toute neuve, mais ils sont aussi sur l'AS badminton, l'AS volley. Voilà, ils sont sur trois des AS, je ne sais pas s'il y en a 3 ou 4. C'est ça. Donc voilà, ils sont sur 3 AS cette année, et ce qui est plutôt bien, ouais. Plus le club foot. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, je crois que c'est... Je pense Vous avez des choses à rajouter? On a été un peu s'arrête là. C'est vrai qu'on est un peu pressé par le temps. Merci. Ouais, désolé, pas de souci. Merci pour ces apports enrichissants. Donc, tout le monde. Florian, as-tu des choses à rajouter? C'est déjà bien complet, je trouve. Combien de temps me reste-t-il? Plus beaucoup. Il faudrait qu'on garde un temps pour les questions éventuellement aussi. On n'a pas vraiment parlé indirectement. J'avais quelques petites précisions par rapport à nos adaptations qu'on peut avoir à Santifontaine.
Donc déjà, voilà, donc moi je disais que j'interviens dans l'inclusion scolaire, et effectivement, en fait, j'interviens surtout lorsque la pratique elle est inadaptée au profil de l'élève, soit parce qu'il est en situation de cécité, ou alors il y a des fragilités oculaires et donc il y a des risques de choc. Donc j'interviens donc les élèves, donc ça va donc du CP jusqu'à la terminale, voire CAP, BEP, Bac Pro. Pour les plus petits, donc du CP au CM2, c'est sûr que je suis plutôt sur favoriser la participation des élèves avec le reste de leur classe. Donc les adaptations, on n'a pas réellement, parce que je vais toujours faire en sorte qu'ils fassent la même chose que les autres, pour qu'ils puissent expérimenter au moins au niveau corporel, par le jeu avec les autres enfants. Donc l'adaptation, en fait, c'est moi, en fait. Je vais devoir jouer avec les autres, avec les enfants, avec les autres élèves. Donc on mouille le maillot et on joue avec les autres enfants. Et on est vraiment sur une recherche de bien-être, de plaisir, et puis au moins de prendre confiance un peu en ses capacités, tant qu'il n'y a pas de réel enjeu en fait, dans la pratique du sport, surtout à l'école. Et alors, lorsqu'on en arrive donc, au collège-lycée, donc là, les adaptations on prenne un peu plus de place, notamment matérielle, humaine, spatiale. Donc là, on est vraiment... le but, c'est vraiment de limiter au plus possible les dispenses. Lorsque c'est possible. Et lorsque ça ne l'est pas, c'est là que j'interviens le plus. En fait, c'est pour proposer une activité alternative. Alors, en activité un peu fétiche alternative qu'on propose, c'est le tir à l'arc. Notamment, en fait, donc l'adaptation principale, ça va être la potence. Donc, c'est une planche de bois avec des butées en bois pour les repères au niveau des pieds. Et donc, un repère tactile, en fait, au niveau du bras directeur, donc, qui va venir toucher le dos de la main. Donc, pour pouvoir mieux se repérer face à la cible. Donc, c'est du matériel à déplacer systématiquement à chaque fois. On essaie de créer des cycles de pratique avec les élèves. Lorsque l'élève a aussi envie de le faire, parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on les extrait de la classe, qu'il faut avoir le lieu pour pouvoir le faire. Donc là, on n'est plus sur de l'inclusion, on est vraiment sur... avoir une note à tout prix, quoi, plutôt que réellement de l'inclusion. Après, ça peut créer des questions avec les autres élèves. Et c'est là aussi que je rebondis avec les classes ULIS. C'est que parfois, il y a d'autres élèves qui sont en ULIS avec d'autres élèves déficients visuels. Et ça m'est déjà arrivé de leur proposer également ce cycle de tir à l'arc avec eux. Et ça correspond plutôt bien. Ça permet aussi de leur faire découvrir une activité. Et pour terminer, parce que du coup j'avais plus beaucoup de temps, donc on réalise parfois donc des sensibilisations torbales. Et donc par le torbal, souvent j'ai souvent des questions des enseignants ou des professeurs de PS qui me demandent, dis donc, comment je pourrais faire en termes de contenu, si je voulais mettre en place cette pratique adaptée sur un cycle complet, comment je peux faire. Et donc il y a un échange qui se crée. Nous, on a la possibilité d'avoir du prêt de matériel, effectivement, avec les balles à grelots, les masques, pour qu'ils puissent mettre en place directement le sport adapté, directement pour la classe. Et ça, je trouve ça super, parce que ça permet, pour le coup, vraiment d'adapter. D'habitude, c'est plutôt l'élève déficient visuel de s'adapter à la pratique qui est proposée, et donc là, c'est l'inverse, et donc c'est plutôt positif. Donc sinon, ce que je peux, en tout cas moi, pour conclure, ce que je remarque, c'est qu'on a tous une manière différente de travailler, avec des adaptations différentes, et c'est super intéressant. Ce serait bien qu'on reste tous un peu en contact pour pouvoir s'échanger un peu nos pratiques et voir un peu comment nous on peut faire évoluer de notre côté, parce qu'on n'a vraiment pas du tout la même manière de faire. Donc voilà, merci. Alors, nous, pardon, je rebondis sur ce que tu dis. On a essayé aussi de mettre en place sur les temps du midi avec les AED du collège des temps justement de torbal ou de cécifoot. Et en fait, ça a été les jeunes de l'IGIA qui ont refusé. En fait, du coup, ces temps-là, dans un souci nous de bien faire, on voulait vraiment adapter le sport à eux. Et en fait, on a eu une fin de non-recevoir de leur part. Donc, on a fait de la sensibilisation pour les autres élèves, mais les jeunes de l'IGIA n'ont pas participé à ces activités. Oui, il faut aussi prendre en compte aussi, effectivement, les attentes aussi, des jeunes, des enfants, des usagers. Et puis parfois aussi des familles. Il y a des familles, par exemple, j'ai des professeurs de PS qui me contactent, qui me demandent « Oh, ce serait bien si tu venais présenter le torbal à ma classe ». Et puis en fait, on se rend compte qu'en fait, les parents ne sont pas d'accord du tout, parce qu'ils ne veulent pas que le handicap de leur enfant soit mis en avant par la classe. Donc on prend en compte aussi ça. Et puis Oui, c'est ça, c'est que parfois, en voulant bien faire, en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Eh bien, merci.
Est-ce que, Florian, tu veux en profiter pour nous parler éventuellement des critériums scolaires, des différents critériums qu'il y a, puisqu'on parle plutôt compétition nationale, juste rappeler le contenu. Et puis, moi, j'ai éventuellement des dates pour ceux que ça intéresse. Mais, Alors oui. Donc, dans le courant de l'année scolaire, donc, avec les collègues un peu de toutes les régions, on organise donc, les critériums nationaux pour élèves déficients visuels. Donc, on se retrouve donc, pour faire de l'athlétisme, de la natation. Donc, il y a le torbal, et puis, quand c'est possible, du tir à l'arc. Mais l'année dernière, on l'a plutôt fait dans le cadre d'un tournoi interne. Ouais. Et donc c'est l'occasion de tous se retrouver, que les élèves puissent se confronter à d'autres élèves d'autres régions qui ont une déficience visuelle également, et donc par catégorie d'âge, s'ils sont malvoyants ou non-voyants, par catégorie, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, par catégorie, de pouvoir se confronter sur des disciplines sportives, et donc de se dépasser. C'est des grands événements où on se retrouve tous. On est très nombreux et c'est toujours un bon moment. D'ailleurs, un bon moment de formation pour les étudiants en STAPS que Cécile peut avoir en cours, qui sont formés aux techniques de guide, à l'accompagnement des enfants qui seront déficients visuels, et de mettre un peu en pratique aussi leurs connaissances sur le sport. Merci. On va passer aux questions. En tout cas, moi, de ce que j'ai entendu de mes collègues, je vais vous appeler comme ça, c'est que vraiment l'adaptation, c'est un travail de coopération. Effectivement, des réunions entre le corps pédagogique, les enseignants, mais aussi une coopération avec les élèves eux-mêmes pour être au plus proche de leurs besoins. C'est vraiment essentiel dans l'adaptation. Après, beaucoup de choses sont faisables. Des fois, il faut vraiment se creuser la tête, mais effectivement, il ne faut pas se mettre de barrières. À l'exemple, cette année, on a encore pu faire des activités comme de la spéléologie, du canyoning, qui étaient vraiment des très belles activités, du chien de traîneau, des choses comme ça. Donc, pas se fixer de barrières, mais plutôt chercher les possibles en termes d'adaptation et co-construire avec les équipes et les personnes motivées aussi. Merci en tout cas pour vos interventions, et puis on va laisser place aux questions. Oui, bonjour. C'était juste pour savoir si le critérium, ça avait un lien avec, à l'époque, le critérium de Vittel. Est-ce que c'est la continuité? Oui, c'est ça. Je me souviens oui, de ça. C'est exactement ça. Alors, cette année, ça s'est déroulé à Metz. On a eu un petit souci de salle. Mais là, c'est en stand-by, Metz, Vittel, on ne sait pas trop encore. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, les dates sont déjà fixées, et moi, je peux vous les donner si ça vous intéresse. Alors, la condition pour participer à cette compétition, à ce critérium scolaire, c'est quand même d'être licencié auprès de la fédération handisport. Voilà. Donc, il y a un tarif pour les élèves des établissements qui est de 17 €. Et puis après, il y a d'autres tarifs sur loisirs, compétition, moins de 20 ans, plus de 20 ans, etc. J'ai le souvenir que les élèves participaient quand j'ai commencé à travailler dans l'établissement où je suis, à Limoges, et je me demande si le fait que les enfants soient tous maintenant dans leur établissement, puisque c'est un CESAD, cette évolution aussi a fait que ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, vraiment, les élèves, je crois qu'ils étaient habitués à partir, et vraiment, je suis allée 2 fois, je crois, dans les années 2000, et puis on n'y va plus. Mais je pense que c'est lié à l'évolution en fait du public. Du fait que les enfants sont scolarisés, et en fait peut-être on n'est pas assez aussi sensibilisé sur cet événement. Voilà, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui y vont quand ils travaillent en CESAD. Est-ce que c'est une pratique que vous avez? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'était chouette, je me souviens, c'était bien. Bonjour, moi je voulais rebondir sur ce que disait la collègue, parce que je suis enseignant à Clermont-Ferrand. Alors, moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis là, il n'y a jamais eu d'enseignant à pas.
Je suis un peu tout seul à me battre pour le sport. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, elle a raison. De plus en plus, il y a plus on avance dans le temps, moins on voit de jeunes pratiquer le sport et puis venir dans le centre. Et je voulais savoir au niveau vers qui on pouvait se rapprocher pour savoir quelles étaient les dates ou les activités, les événements de ces critériums. Parce que du coup, nous, vu qu'on n'a pas d'enseignants pas, faut aller à Pêche aux Infos et on n'a vraiment rien du tout, quoi. Je sais pas si... Vas-y. Alors, je suis en plein dedans, moi, actuellement, vu que j'ai affilié le club handisport. Globalement, si vous souhaitez obtenir un maximum d'informations concernant les événements sportifs, etc., c'est très souvent, moi, ça passe par l'intermédiaire du comité régional handisport ou le comité départemental. Et ces informations, elles vous proviennent quand vous êtes référencé auprès d'handisport en affiliant, du coup, votre structure. Donc, affilier une structure, c'est aussi un coût, hein. C'est aussi une volonté plus ou moins institutionnelle, hein. Ça coûte, je crois, plus de 200 € à affilier sa structure. Pour ce qui est du frein financier pour les licences des jeunes, comme tu l'as dit juste avant, les jeunes doivent être aussi licenciés pour participer à ces différents événements. Ça peut se faire par l'intermédiaire d'un pass à la journée, qui est moins cher, ou du coup d'une licence à l'année, soit compétition, soit loisir. Il faut savoir qu'il y a un dispositif national qui s'appelle le pass sport, qui permet l'obtention du coup de la gratuité de la licence, hein, parce que c'est une aide de 50 €. Qui est donné aux jeunes bénéficiant de l'AEH ou aux adultes bénéficiant de l'AAH. Donc moi, par exemple, sur mes 15 participants que je donne, j'en ai 13 qui bénéficient du passeport et qui ont eu en fait la gratuité de la licence. Donc c'est bien de le savoir, contrairement aux AS. Vous faites bien les choses que vous amenez une gratuité, mais l'AS ne peut pas bénéficier de ce genre de support, ce genre d'aide financière. Mais en tout cas, si vous êtes affilié handisport, les licences peuvent être prises en charge par ce dispositif si les jeunes bénéficient de ces aides de l'État. Sur l'AS, c'est possible désormais, mais pour l'instant, que sur le niveau 5e. Alors, je ne sais pas si c'est étendu nationalement ou si c'est que le 93, j'arrive plus à me souvenir ça. Mais ça fait 2 ans maintenant que ça existe. Il y a également un passeport 5e qui prend à hauteur de 100 € les licences sportives, du coup, pour les élèves de 5e. Par contre, pour l'instant, c'est que sur le niveau 5e. Mais ça peut déjà aider certains élèves à un moment qui peut être intéressant. Les inclus dans une pratique extrascolaire. Et donc, le passeport 5e fonctionne pour les clubs sportifs, mais également pour les AS. Ok, ça j'étais pas au courant, c'est super. C'est écrit il y a 2 ans, c'est ça. Ok. Ça passe par le biais d'un code, c'est ça qu'on reçoit par mail. C'est un QR code. Et ensuite, on donne le QR code ou le code qui fait les inscriptions. Ouais, logiquement, les parents qui bénéficient de cette aide reçoivent un QR code dès septembre. Bon, très souvent, ça tombe dans les spams, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est très simple de pouvoir le générer via le site Passeport. En fait, vous avez juste à rentrer le numéro allocataire, etc. Ça prend 3 minutes et ça vous génère le QR code. Donc ça, c'est un petit point d'appui. Par contre, l'affiliation de la structure médico-sociale doit être pleinement prise en charge par l'établissement. Voilà. Mais il y a quand même pas mal d'aides qui peuvent être données, hein. Par exemple, moi, j'ai affilié l'établissement l'année dernière. Et j'ai pu participer à un appel à projet pris en charge par la FDJ en Ile-de-France, qui nous a donné droit à 3 000 €. Voilà, un don de 3 000 € de la FDJ. Donc du coup, on s'y retrouve. Il y a souvent des petits dispositifs comme ça qui peuvent intervenir pour nous aider un petit peu à rentabiliser, parce que c'est quand même un coût, hein, à rentabiliser le prix de l'affiliation. Pour ce qui est des événements des critériums, ce que moi je peux vous proposer aujourd'hui à la rigueur, c'est de vous faire tourner une feuille pour ceux que ça intéresse. Vous mettez votre mail et puis moi ensuite je peux vous envoyer les informations sur les critériums, si ça vous va. Oui. Avec le nom de l'établissement à côté. Voilà, oui. Et la ville. Il y a encore une question, on est tout pile sur le temps. Allez, la dernière. Excusez-moi. Je voulais savoir, l'UNSS, c'est une fédé à part ou n'importe quel club peut participer aux compétitions ou pas ? L'UNSS, c'est la fédération scolaire, on va dire. Ouais. C'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc c'est chaque établissement dans le secondaire, donc collège, lycée professionnel, dispose normalement d'une AS, sont obligés, puisque nous, en tant que professeurs d'EPS, nous avons dans notre service 3 heures par semaine qui sont dédiées à l'UNSS. Oui, donc c'est obligatoirement dans les établissements scolaires. C'est obligatoirement dans les établissements scolaires. Je suis éducatrice en IM Pro et je cherche à l'inverse à faire venir
des personnes du milieu ordinaire sur l'IM-Pro pour faire de la pratique partagée. Mais ça marche pas du coup. Mais attends, c'est ce qui s'était passé avec le lycée pro. Oui, alors, c'est ce qu'on est en train de réfléchir, puisque sur les championnats de France, je sais que des IMP, justement, on en avait... à Besançon. Il y en avait, il me semble, et je crois que c'est simplement un partenariat qu'ils avaient fait donc, entre la structure et l'établissement scolaire. C'était un lycée pro. Ils avaient fait un partenariat avec un lycée pro, et du coup, ils avaient pu faire participer au championnat, et puis faire des entraînements, etc. ensemble. Mais ils avaient fait un partenariat avec un lycée pro. Mais c'est comme sur les structures type IME, c'est souvent plus quand même, il faut pas se le cacher, les structures qui vont plutôt aller démarcher les profs de PS et les établissements scolaires. Je ne vais pas vous le cacher aussi, c'est souvent un peu galère de trouver un établissement scolaire qui va vouloir être partenaire fonction des enseignants, en fonction de ce qui se passe déjà dans l'établissement. Mais c'est faisable. Et sur les équipes qui étaient avec nous au championnat de France, on avait franchement... bien 2/3 qui étaient des IME notamment, et qui étaient donc en partenariat avec des établissements scolaires. D'accord. Oui, parce qu'en handisport, la boccia et la sarbacane, c'est interdit au DV. Pour l'instant, en tout cas, c'est fermé. Donc vous, en fait, dans votre... C'est pour ça que je demande si c'est une fédé à part, mais du coup, dans vos compétitions, c'est autorisé, du coup. C'est ça. Nous, à partir du moment où les élèves sont en situation de handicap, ils ont le droit de participer au sport partagé, et donc, ils peuvent pratiquer toutes les activités du sport partagé. Ok, merci. Merci bien. Merci.